Dans une boutique de luxe parisienne, rue de la Paix, où les diamants scintillaient sous des lustres en cristal et où le parfum délicat des lys flottait dans l'air, une injustice silencieuse prenait forme, prête à éclater comme une tempête. Amélie Dubois, une femme noire élégante, avançait avec une assurance tranquille, son tailleur bleu marine parfaitement coupé soulignant sa prestance, ses boucles naturelles encadrant un visage où se mêlaient calme et détermination. Elle n'était pas là pour attirer les regards, mais dans cet univers d'opulence où chaque détail était scruté, sa simple présence suffisait à perturber l'harmonie feutrée. Les murmures étouffés des clients, le cliquetis discret des bijoux dans leurs écrins, le froissement de la soie des murs, tout semblait s'arrêter pour l'observer. Ce n'était pas nouveau pour Amélie. Les regards méfiants, les jugements implicites, les micro-agressions glissées dans un sourire poli, elle les connaissait par cœur, comme une vieille chanson qu'on ne peut s'empêcher d'entendre. Pourtant, chaque fois, cela piquait, une blessure invisible mais persistante, comme une aiguille plantée dans la chair. Elle s'arrêta devant une vitrine où une montre en or rose, délicate et intemporelle, captait la lumière. Ses doigts effleuraient en bleu vert, non pas pour convoiter, mais pour admirer l'artisanat. Elle ignorait que, à quelques mètres, une cliente, Madame Lefebvre, drapée dans un manteau de cachemire beige, l'observait avec une méfiance froide, ses lèvres pincées murmurant un commentaire à Claire, une employée de la boutique au sourire crispé et aux gestes nerveux. Elle regarde les bracelets un peu trop longtemps, vous ne trouvez pas? Chuchota Madame Lefebvre, son ton mielleux masquant une accusation implicite. Claire, habituée à obéir aux instincts de sa clientèle huppée, hocha la tête sans poser de questions, son regard glissant vers Amélie avec une suspicion qu'elle ne chercha pas à dissimuler. La graine du doute était plantée, et comme une mauvaise herbe, elle s'enracina rapidement, nourrie par les préjugés d'un lieu où la différence était une anomalie. Claire s'éloigna discrètement vers l'arrière-boutique, où M. Bisset, le gérant, un homme au costume impeccablement repassé mais au visage marqué par l'anxiété, feuilletait un registre. « Il vaut mieux appeler la police », murmura Claire, son ton bas mais pressant. « On ne sait jamais avec ce genre de personnes. » M. Bisset, peu enclin à contrarier une cliente aussi influente que Madame Lefebvre, acquiesça, bien qu'une lueur d'hésitation traversât son regard. Il décrocha le téléphone, composa un numéro, et en quelques mots, la machine de l'injustice se mit en branle. Amélie, toujours près de la vitrine, sentit le changement dans l'atmosphère. Les chuchotements s'intensifiaient, les regards devenaient plus lourds, comme un poids invisible s'installant sur ses épaules. Elle releva les yeux, croisant brièvement le regard de Julien, un jeune gardien de sécurité posté près de l'entrée. À peine sorti de l'adolescence, avec ses cheveux bouclés et son uniforme un peu trop grand, Julien semblait mal à l'aise, ses doigts pianotant nerveusement sur sa ceinture. Il avait remarqué l'échange entre Claire et Madame Lefebvre, et quelque chose dans leur comportement le dérangeait. Il fronça les sourcils, mais n'osa pas intervenir. Pas encore. Amélie, elle, continua d'observer la montre, son esprit aiguisé par des années d'entraînement dans les situations les plus tendues. Elle était commandante de l'unité d'élite, une femme décorée, respectée, habituée à naviguer dans des environnements hostiles. Cette boutique, avec ses lustres et ses parfums, n'était qu'un champ de bataille d'un autre genre, où les armes étaient les mots et les regards. Elle savait que la tension dans l'air n'était pas anodine, mais elle choisit de ne pas réagir. Pas encore. La porte vitrée s'ouvrit avec un tintement discret, et un policier entra, son pas assuré résonnant sur le marbre poli. Pierre Lambert, la trentaine, arborait une arrogance rodée, son uniforme impeccablement repassé mais son attitude trahissant une certitude absolue. Sans poser de questions, sans même jeter un regard aux autres clients, il se dirigea droit vers Amélie, comme si sa cible avait été désignée bien avant son arrivée. « Voici ici, madame, suivez-moi. » lança-t-il, sa voix forte brisant le silence feutré de la boutique. Les conversations s'arrêtèrent net. Les clients se figèrent, certains curieux, d'autres gênés, mais tous captivés par le drame qui se déroulait sous leurs yeux. Amélie tourna lentement la tête, posant sur Lambert un regard calme mais perçant, comme une lame dissimulée sous du velours. « Sur quel motif ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais d'une fermeté qui fit vaciller, l'espace d'un instant, l'assurance de l'officier. Lambert ricana, agacé par la question, comme si le simple fait de la poser était une offense. « Comportement suspect », répondit-il, sa main s'approchant de ses menottes avec une assurance ostentatoire.
Coopérez, ce sera plus simple. À quelques mètres, Madame Lefebvre, qui avait sorti son téléphone pour filmer discrètement, murmura à ses abonnés sur un réseau social, son ton dégoulinant de malice. On l'a prise sur le fait. Regardez, une voleuse en plein jour. Claire, l'employée, resta immobile derrière le comptoir, évitant soigneusement le regard d'Amélie, tandis que M. Bisset, le gérant, se tenait près de la porte, les bras croisés, mal à l'aise mais passif, comme s'il espérait que la situation se résolve d'elle-même. Amélie aurait pu mettre fin à cette mascarade en une phrase, en révélant son badge, en montrant qui elle était réellement. Mais elle choisit de ne pas le faire. Elle savait, par expérience, que la vérité se révélait dans les actes, pas dans les mots. Elle voulait voir jusqu'où irait cette comédie, jusqu'où les préjugés de ces gens les mèneraient. Lambert s'approcha davantage, ses bottes claquant sur le sol de marbre, brisant le silence oppressant. « Donnez-moi le bracelet », ordonna-t-il, sans même vérifier les caméras de surveillance ou demander des preuves à Claire ou Madame Lefebvre. Cette dernière, enhardie par l'arrivée du policier, haussa la voix. « Je l'ai vu. » Elle a pris le bracelet, je l'ai vu de mes propres yeux. Sa voix résonna, attirant l'attention de tous les clients. Les téléphones se levèrent, certains pour filmer, d'autres pour immortaliser l'humiliation. Julien, le gardien, observait la scène depuis son poste, son cœur battant plus vite. Il savait que quelque chose n'allait pas. Discrètement, il sortit son propre téléphone et commença à enregistrer, ses mains tremblant légèrement. Il n'était qu'un employé subalterne, mais il sentait que ce moment pourrait changer quelque chose. Amélie haussa un sourcil, son visage impassible. « Je n'ai rien volé, dit-elle posément, sa voix claire et mesurée. Vous n'avez aucune preuve, et vous n'avez pas vérifié. » Lambert, au lieu de répondre, ignora ses paroles. Sans poser de questions, sans consulter les caméras ni interroger les témoins, il saisit le poignet d'Amélie avec une brusquerie inutile. Des exclamations étouffées parcoururent la boutique. Une adolescente, serrant le bras de sa mère, murmura « Mais pourquoi ils font ça ?» Un homme près des montres secoua la tête, choqué, mais personne n'intervint. Julien, toujours en train de filmer, sentit son estomac se nouer. Il voulait parler, mais la peur de perdre son emploi le retenait. Amélie, elle, ne résista pas, mais lorsque Lambert tenta de lui tordre le bras pour la menotter, elle resta ferme, son corps immobile comme une statue. « Vous faites une erreur, » dit-elle, sa voix basse mais lourde de sous-entendu. « Cela peut se régler calmement, sans ce spectacle. » Lambert ricana, ses lèvres se tordant dans un sourire méprisant. « Et vous, vous choisissez le spectacle » rétorqua-t-il, forçant Amélie à s'asseoir sur un banc près de la vitrine. Les menottes claquèrent, froides et définitives, autour de ses poignets. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le tintement des bijoux semblait s'être arrêté. Amélie resta droite, son regard ne vacillant pas, sa dignité intacte. « Réfléchissez bien à votre prochain geste, » murmura-t-elle à Lambert, ses mots pesant comme une sentence. Il ricana à nouveau, mais cette fois, son assurance semblait fragile. « Vous, les gens comme vous pensez toujours pouvoir vous en sortir avec des paroles, » lâcha-t-il, assez fort pour que la foule l'entende. Un silence glacial s'abattit sur la boutique. L'adolescente étouffa un cri, sa mère la serrant plus fort. L'homme près des montres murmura à son voisin. Il n'a même pas vérifié si elle avait pris quelque chose. Mais personne n'osa intervenir. Soudain, la porte vitrée s'ouvrit avec un tintement léger, presque imperceptible dans la tension ambiante. Un homme en costume sombre entra, son badge brillant sous les lumières des lustres. Le commandant adjoint Étienne Rousseau traversa la boutique à grands pas, son regard perçant fixé sur Amélie. La foule retint son souffle. « Lâchez-la, tout de suite », ordonna-t-il, sa voix claquant comme un fouet dans l'air immobile. Lambert se retourna, confus, son arrogance vacillant pour la première fois. « Monsieur, cette femme est... » commença-t-il, mais Rousseau le coupa net. « Votre supérieur direct. » dit-il, son ton aussi tranchant qu'une lame. Commandante Amélie Dubois, la plus haute gradée de l'unité d'élite de la région.
Retirez ces menottes immédiatement. Des exclamations étouffées parcoururent la foule. Le téléphone de Madame Lefebvre trembla dans sa main, son sourire s'effaçant alors que son direct continuait de diffuser. Claire, l'employée, baissa les yeux, soudain consciente de l'énormité de l'erreur commise. Monsieur Bisset, le gérant, sembla se ratatiner sur lui-même, ses mains tremblant légèrement. Lambert, le visage blême, chercha fébrilement ses clés, ses doigts maladroits faisant tomber les menottes au sol dans un bruit métallique qui résonna dans la boutique. Amélie se leva, frottant son poignet avec une dignité intacte, son regard passant de Lambert à Madame Lefebvre, puis à Claire. Aucun mot n'était nécessaire, son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Rousseau se tourna vers elle avec un respect évident. « Commandante Dubois, je suis désolé de ce que vous venez de subir, dit-il, sa voix empreinte de déférence. Puis, se tournant vers Lambert, il ajouta. « Vous êtes suspendu, avec effet immédiat. Remettez-moi votre badge et votre arme, maintenant. » La foule murmura, un mélange de choc et d'admiration. Julien, le gardien, cessa de filmer, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. Il avait fait ce qu'il fallait, même si cela lui coûterait peut-être son poste. Amélie fixa Lambert, ses yeux sombres brillant d'une intensité contenue. « Vous m'avez traité comme une criminelle parce que vous pensiez pouvoir le faire, dit-elle, sa voix calme mais plus tranchante qu'une lame. Et vous le feriez à n'importe quelle femme noire qui n'aurait pas ce badge. » Ces mots y résonnèrent, lourds de vérité, dans le silence de la boutique. Rousseau hocha la tête, ouvrant une tablette pour prendre des notes. « Nous allons ouvrir une enquête pour faute professionnelle, déclara-t-il. Incluez la boutique pour fausse accusation et l'usage excessif de la force par l'officier Lambert. » Monsieur Bisset balbutia des excuses, sa voix tremblante. « Nous ne savions pas, madame. » Commandante. Amélie leva une main, l'interrompant. « Pas maintenant. » dit-elle froidement. « Je vais déposer une plainte officielle. Cette affaire ne s'arrête pas ici. » Comme Madame Lefebvre, voyant son direct devenir viral, réalisa trop tard qu'elle s'était piégée elle-même. Les commentaires en ligne commençaient à se retourner contre elle, dénonçant son comportement. Claire, l'employée, baissa la tête, évitant les regards. Julien, toujours près de l'entrée, rangea son téléphone, un mélange de soulagement et de fierté dans les yeux. Il avait pris un risque, mais il savait qu'il avait choisi le bon camp. Amélie, quant à elle, se tenait droite, son regard balayant la boutique. Ce n'était pas seulement une accusation injuste, c'était un symptôme d'un mal plus profond, un système qui tolérait, voire encourageait, de telles injustices. Elle savait que ce moment, aussi humiliant soit-il, n'était que le début. La vérité, qu'elle portait comme un flambeau, allait bientôt embraser tout ce qui avait été caché dans l'ombre. Alors qu'elle quittait que la boutique, escortée par Rousseau, les murmures de la foule la suivirent, Isis. Non pas de méfiance, mais d'un respect naissant. L'injustice venait de prendre un tournant inattendu, et Amélie Dubois était prête à faire tomber les masques, quoi qu'il en coûte. L'aube se levait sur Paris, les premières lueurs dorées caressant les toits haussmanniens, mais dans le bureau discret du siège de la police, l'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable. Amélie Dubois, toujours impeccablement vêtue, ses boucles naturelles ramenées en un chignon strict, était penchée sur une pile de documents, ses yeux scrutant chaque ligne avec une précision chirurgicale. À ses côtés, Sophie Laurent, analyste informatique et au regard vif derrière ses lunettes rondes, tapait frénétiquement sur son clavier, ses doigts dansant sur les touches comme si elle traquait une proie invisible. Les murs du bureau, gris et austères, semblaient rétrécir sous le poids de ce qu'elle découvrait. Un courriel crypté, intercepté par Sophie dans la nuit, mentionnait un système appelé bouclier silencieux, un nom qui sonnait comme une menace voilée. Ce n'était pas un simple incident isolé dans la boutique Cartier, c'était la preuve d'un réseau organisé, conçu pour effacer les plaintes, manipuler les preuves et protéger les officiers véreux au sein de la police parisienne. Amélie releva les yeux, son visage impassible mais son esprit bouillonnant. « Ça explique tout », murmura-t-elle, sa voix basse mais lourde de sens. Les plaintes qui disparaissent, les enquêtes classées sans suite, les victimes réduites au silence. Sophie hocha la tête, ses doigts s'arrêtant un instant. « Ce n'est pas juste un officier comme Lambert, dit-elle. C'est tout un système. Et il est bien huilé.
Amélie repensa à la boutique, à la facilité avec laquelle Pierre Lambert l'avait accusé sans preuve, poussé par les murmures malveillants de Madame Lefebvre et l'inaction coupable de Claire, l'employée. Ce n'était pas un hasard. C'était une mécanique rodée, une machine qui broyait ceux qui ne correspondaient pas à l'image attendue dans les cercles du pouvoir. Un coup discret à la porte interrompit leur réflexion. Julien, le jeune gardien de sécurité de la boutique, se tenait là, hésitant, son uniforme légèrement froissé trahissant une nuit sans sommeil. Dans ses mains, il serrait son téléphone, comme s'il portait un trésor fragile. « Commandante Dubois, commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée, j'ai quelque chose pour vous. » Il tendit l'appareil, et Amélie, intriguée, le prit. L'écran affichait une vidéo, celle qu'il avait enregistrée la veille dans la boutique. On y voyait Lambert, son arrogance en pleine lumière, ignorant les protocoles, saisissant le poignet d'Amélie sans poser de questions, tandis que Madame Lefebvre jubilait en filmant et que Claire détournait le regard. « Je ne pouvais pas rester sans rien faire, » murmura Julien, ses joues rougissant légèrement. « Ce qu'ils vous ont fait. Ce n'était pas juste. » Amélie posa une main sur son épaule, un geste rare mais sincère. « Merci, Julien. » dit-elle, son regard empreint de gratitude. « Vous venez de nous donner une arme. » Sophie, déjà en train de transférer la vidéo sur un serveur sécurisé, leva les yeux. « Cette vidéo pourrait tout changer, » dit-elle. Mota. Elle montre non seulement l'abus de pouvoir de Lambert, mais aussi la complicité de la boutique. Amélie hocha la tête, mais une ombre passa sur son visage. Elle savait que cette vidéo, aussi puissante soit-elle, n'était qu'un premier pas. Dévoiler le bouclier silencieux signifiait s'attaquer à des forces bien plus grandes, des gens qui n'hésiteraient pas à riposter. En fouillant plus loin dans les courriels décryptés par Sophie, une connexion troublante émergea. Lambert échangeait régulièrement avec un certain Monsieur Dubois, aucun lien de parenté avec Amélie, mais un nom qui pesait lourd dans les cercles politiques parisiens. Conseiller municipal influent, connu pour ses discours sur l'ordre et la sécurité, il apparaissait dans des messages codés, promettant des « arrangements » en échange de faveurs. « Regarde ça », dit Sophie, pointant une ligne sur son écran. Lambert a reçu l'ordre de surveiller les cibles de valeur dans les quartiers UP. Ça inclut des gens comme toi, Amélie. La commandante serra les lèvres, un mélange de colère et de détermination montant en elle. Ce n'était pas seulement une accusation injuste, c'était une chasse ciblée, orchestrée pour intimider ceux qui, comme elle, osaient occuper des espaces où ils n'étaient pas attendus. Il ne voulait pas juste m'humilier, murmura-t-elle. Il voulait envoyer un message. Cette nuit-là, en rentrant chez elle dans son petit appartement du Marais, Amélie trouva sa voiture vandalisée. Les vitres étaient brisées, des insultes racistes gravées sur la carrosserie dans une écriture hâtive mais haineuse. Elle ne paniqua pas. Avec le calme d'une femme habituée à affronter le danger, elle sortit son téléphone, prit des photos détaillées et activa sa caméra cachée, un dispositif qu'elle portait toujours depuis ses années dans l'unité d'élite. Puis elle appela Sophie. « Ils envoient un message, » dit-elle, sa voix ferme malgré la gravité de la situation. « Ils ont peur ?» répondit Sophie à l'autre bout du fil, son ton vibrant d'une énergie combative. « Et ils devraient y. On est sur la bonne voie. » Amélie raccrocha, son regard balayant la rue sombre. Les réverbères projetaient des ombres longues et mouvantes, mais elle ne ressentait aucune peur, seulement une clarté froide. Chaque attaque renforçait sa résolution. Le lendemain, dans un café discret du 11e arrondissement, Amélie rencontra Émile, un journaliste indépendant connu pour ses enquêtes audacieuses sur les abus de pouvoir. Assis à une table au fond, un carnet usé posé devant lui, il l'observa avec un mélange de curiosité et de respect. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à la boutique, » dit-il, sa voix basse pour ne pas attirer l'attention. « Si vous avez des preuves, je peux les publier. Mais ce sera dangereux. Pour vous, pour moi, pour tout le monde impliqué. » Amélie hocha la tête, ses yeux ne quittant pas les siens. « Je ne recule pas, » répondit-elle simplement.
Elle lui tendit une clé USB contenant une copie de la vidéo de Julien et les premiers courriels décryptés par Sophie. « Commencez par ça, dit-elle. Mais soyez prudent. Il surveille. » Émile esquissa un sourire, glissant la clé dans sa poche. « J'ai l'habitude. » murmura-t-il. « Mais vous, commandante, vous êtes en train de secouer un nid de guêpes. » De retour au siège de la police, Amélie trouva son bureau dans un état de chaos subtil mais inquiétant. Un tiroir était entrouvert, des dossiers légèrement déplacés, et au centre de son bureau, un disque USB trônait, posé comme une provocation. Elle ne le toucha pas, suspectant immédiatement un piège. Elle appela Sophie et un technicien de la police scientifique, qui confirmèrent rapidement ses soupçons. Le disque contenait des fichiers falsifiés, conçus pour l'accuser de corruption, des transactions fictives, des rapports truqués, tout cela signé de son nom. « Ils deviennent désespérés », murmura Sophie, analysant les métadonnées sur son ordinateur portable. Les images de surveillance, récupérées par le technicien, montraient un intrus masqué utilisant un badge volé pour entrer dans le bureau la nuit précédente. « Ce badge est réservé aux gradés, » dit Amélie, son ton glacial. « Ce n'est plus juste Lambert. Ça va plus haut. » Sophie hocha la tête, ses doigts reprenant leur danse sur le clavier. « Je creuse encore, » dit-elle. Mais on a touché un nerf. Tard dans la soirée, Sophie fit une découverte majeure. En décryptant une nouvelle série de courriels, elle trouva des preuves accablantes. Claire Moreau, la chef de la police, n'était pas une simple spectatrice du bouclier silencieux. Elle en était l'architecte. Des messages codés montraient qu'elle orchestrait un système complexe pour protéger des officiers comme Lambert, effaçant les plaintes contre eux, surtout lorsqu'elles concernaient des minorités. Un courriel mentionnait même M. Dubois, le conseiller municipal, suggérant des faveurs politiques en échange de silence sur des incidents impliquant des cibles de valeur. « Moreau est au centre de tout », murmura Sophie, ses yeux brillants d'excitation et d'indignation. Amélie, debout près de la fenêtre, regardait les lumières de Paris scintiller au loin. « Ce n'est pas juste un réseau, » dit-elle. « C'est une politique. » Et il pensait pouvoir continuer indéfiniment. Alors que la nuit s'épaississait, Amélie reçut un appel anonyme. Une voix rauque, déformée par un modulateur, murmura « Abandonnez, commandante. Les accidents arrivent vite, surtout dans les rues sombres. » Bon, c'est des bandeaux pour se. Elle ne répondit pas, mais activa sa caméra cachée, un réflexe devenu instinctif. En quittant le bureau, elle remarqua une berline noire qui la suivait dans les rues étroites du Marais. Sans perdre son sang-froid, elle s'arrêta dans une station-service animée, les néons éclairant la scène comme à un théâtre. Comme prévu, la berline s'arrêta à son tour. Deux hommes en civil, des officiers hors service, s'approchèrent avec des sourires faux, leur attitude dégoulinant d'une menace à peine voilée. « Vous êtes de retard, commandante », dit l'un d'eux, un homme corpulent au regard narquois. Amélie les fixa, son visage impassible. « Si vous essayez de m'intimider, » répondit-elle, sa voix froide et contrôlée, « vous perdez votre temps. » Sa caméra, discrètement fixée à son revers, enregistrait leur visage sous la lumière crue des néons. Les hommes échangèrent un regard, leur assurance vacillant légèrement. « Juste un conseil », marmonna l'autre, plus mince, avant de reculer. Amélie ne bougea pas, les regardant remonter dans leur voiture et s'éloigner. Ce qu'il voulait être une intimidation devint une preuve de plus. Le lendemain matin, de retour au siège, Amélie trouva son bureau intact, mais une tension nouvelle flottait dans l'air. Un officier subalterne, nerveux, lui remit un message, Claire Moreau voulait la voir. Amélie savait que cette convocation n'était pas anodine. Elle prit d'une profonde inspiration, ajusta son tailleur et se dirigea vers le bureau de la chef. En chemin, elle croisa Julien, qui lui adressa un sourire timide. « Vous faites ce qu'il faut », murmura-t-il, presque comme une prière. Amélie hocha la tête, touchée par son courage. Dans le bureau de Moreau, l'atmosphère était glaciale. La chef, une femme aux cheveux gris coupés courts et au regard perçant, l'accueillit avec un sourire forcé. « Commandante Dubois, » dit-elle, son ton mielleux masquant une menace implicite, « vous causez beaucoup de remous. Cela pourrait nuire à votre carrière. » Amélie resta debout, droite comme un chêne. « Ce qui nuit à ma carrière,
répondit-elle, c'est un système qui protège les coupables et punit les innocents. Moreau plissa les yeux, mais Amélie ne fléchit pas. Vous avez encore le choix, ajouta-t-elle. Coopérer, ou tout cela deviendra public. Moreau ricana, mais une lueur d'inquiétude passa dans son regard. Amélie tourna les talons, laissant la chef seule avec ses pensées. En quittant le bureau, elle savait que le combat ne faisait que commencer. Le Katouch, le bouclier silencieux, était une forteresse, mais elle venait de planter la première fissure. Avec Sophie, Julien, et maintenant Émile de son côté, Amélie était prête à faire tomber les murs, quoi qu'il en coûte. Le ciel de Paris s'embrasait d'un rouge crépusculaire, mais dans les rues, une tempête bien plus vive grondait. L'article d'Émile, publié dans Le Monde sous le titre « Bouclier silencieux, le scandale qui ébranle la police parisienne », avait mis le feu aux poudres. Les réseaux sociaux s'enflammaient, le hashtag #bouclier silencieux devenant un cri de ralliement pour des milliers de Parisiens indignés. Devant la boutique quartier de la rue de la Paix, où tout avait commencé, et devant le palais de justice, des foules se rassemblaient, brandissant des pancartes réclamant justice, transparence et réforme. Les slogans résonnaient dans l'air frais de l'automne, plus de silence. Justice pour Amélie. Au siège de la police, Amélie Dubois et Sophie Laurent travaillaient sans relâche, leurs bureaux encombrés de dossiers, d'écrans allumés et de tasses de café froid. Les preuves qu'elles avaient rassemblées, courriels décryptés, vidéos de Julien, rapports falsifiés, formaient un arsenal prêt à faire tomber le réseau corrompu qui gangrénait la police. Amélie, toujours impeccablement vêtue d'un tailleur sombre, ses boucles naturelles soigneusement attachées, relisait un document clé, un échange entre Claire Moreau, la chef de la police, et M. Dubois, le conseiller municipal, détaillant comment les plaintes contre des officiers comme Pierre Lambert étaient systématiquement étouffées. Sophie, les yeux rougis par des heures devant son écran, releva la tête. « On a assez pour les faire tomber », murmura-t-elle, son ton mêlant exhaustion et détermination. « Mais ils ne vont pas se rendre sans combattre. » Amélie hocha la tête, son regard fixé sur la ville au-delà de la fenêtre. Elle savait que ce combat, bien que juste, serait coûteux. Mais elle n'avait jamais reculé devant un défi, et ce n'était pas aujourd'hui qu'elle commencerait. Julien, le jeune gardien de sécurité, fit un geste audacieux qui changea la donne. Sans prévenir Amélie, il publia sa vidéo en ligne, celle qu'il avait enregistrée dans la boutique, montrant Lambert arrêtant Amélie sans preuve, poussé par les accusations infondées de Madame Lefebvre. Les images, brutes et implacables, firent le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Les chaînes d'information les reprirent en boucle, les commentateurs s'indignant de l'abus de pouvoir flagrant. La foule devant la boutique quartier grossit, des bouquets de fleurs déposés près de l'entrée en signe de solidarité avec Amélie. Une jeune étudiante, Camille, brandissait une pancarte peinte à la main, « Justice pour Amélie Dubois ». Son visage, illuminé par la ferveur de la jeunesse, croisa brièvement le regard d'Amélie, qui passait non loin, escortée par des collègues. La commandante lui adressa un sourire discret, touché par cet élan spontané. Mais ce n'était pas le moment de s'attendrir. Une nouvelle preuve venait de surgir, apportée par un allié inattendu, Marc, un ancien officier à la retraite, qui avait travaillé avec Amélie des années plus tôt. Il se présenta au siège, une boîte en carton usée sous le bras, le visage marqué par les années mais les yeux brillants d'une détermination intacte. « J'ai gardé des dossiers, dit-il à Amélie, sa voix rauque. Des plaintes étouffées, des rapports falsifiés, des victimes ignorées. Pendant des années, j'ai vu le système protéger les coupables. Je ne pouvais plus rester silencieux. » Il tendit la boîte, qui contenait des documents accablants, des plaintes classées sans suite, des enregistrements supprimés, des noms d'officiers récurrents, dont celui de Lambert. Mais ce qui frappa Amélie, c'était une note manuscrite, signée de Claire Moreau, ordonnant la destruction d'un dossier concernant une arrestation abusive dans un quartier huppé. « C'est la pièce manquante », murmura Sophie, scannant les documents avec fébrilité. Avec ça, Moreau ne pourra plus se cacher. Au palais de justice, l'audience contre Lambert était un spectacle sous haute tension. L'officier, autrefois si arrogant, était méconnaissable, assis au banc des accusés, tête baissée, ses mains crispées sur la table. Les charges s'accumulaient,
usage excessif de la force, arrestations illégales, falsification de preuves, conspiration. Chaque accusation était étayée par des preuves irréfutables, la vidéo de Julien, les courriels décryptés, les dossiers de Marc. La salle d'audience, pleine à craquer, vibrait d'une énergie électrique. Les journalistes griffonnaient frénétiquement, les spectateurs murmuraient, et dehors, les cris de la foule pénétraient par les fenêtres. Claire Moreau, sentant le vent tourner, tenta une dernière manœuvre désespérée. Un de ses loyalistes, un officier nommé Dupont, monta à la barre pour accuser Amélie de complicité dans le système corrompu. Elle savait tout, déclara-t-il, son ton théâtral destiné à semer le doute. La salle retint son souffle, des murmures s'élevant comme une vague. Amélie, assise au premier rang, resta impassible, son regard fixé sur Dupont. Sophie, à ses côtés, ouvrit un dossier scellé, préparé à l'avance. Elle tendit au procureur une série de documents, des avertissements qu'Amélie avait envoyés à sa hiérarchie, des mémos où elle dénonçait les abus, des plaintes qu'elle avait déposées, toutes ignorées ou enterrées par Moreau et ses alliés. Le procureur présenta les preuves à la cour, et la tentative de diffamation s'effondra comme un château de cartes. Dupont, déstabilisé, bafouilla, incapable de répondre aux questions incisives de l'avocat. La salle éclata en murmures, et les jurés échangèrent des regards éloquents. Amélie ne broncha pas, mais un léger sourire effleura ses lèvres. La vérité, comme toujours, parlait plus fort que les mensonges. Dehors, les manifestations prenaient de l'ampleur. Camille, l'étudiante, était devenue une figure de proue, organisant des marches pacifiques et s'exprimant sur les réseaux sociaux avec une éloquence qui inspirait des milliers de personnes. Émile, le journaliste, publia un second article, encore plus explosif, révélant les liens financiers entre M. Dubois, le conseiller municipal, et le bouclier silencieux. Des reçus montraient à des versements à des associations liées à Moreau, en échange de services rendus. Acculé, M. Dubois annonça sa démission lors d'une conférence de presse chaotique, son visage blême contrastant avec son costume habituellement impeccable. Madame Lefebvre, dont la vidéo initiale avait retourné l'opinion contre elle, fut poursuivie pour diffamation et conspiration civile. Son statut social, autrefois envié, s'effrita sous le poids des poursuites et de l'indignation publique. Les médias diffusaient en boucle son propre enregistrement, où elle accusait d'Amélie sans preuve, la transformant en symbole d'une justice aveugle et biaisée. Sa chute, bien que moins spectaculaire que celle des officiers, était tout aussi publique, son nom désormais synonyme de honte dans les cercles huppés de Paris. Claire Moreau, la chef de la police, fut convoquée par le maire dans une salle de réunion austère. L'annonce de sa destitution, retransmise en direct à la télévision, fut un moment de catharsis pour la ville. Le bouclier silencieux est fini, déclara le maire, promettant des réformes immédiates. Caméras corporelles obligatoires pour tous les officiers, un conseil de surveillance citoyen indépendant, des protections renforcées pour les lanceurs d'alerte. Amélie, invitée à participer à la rédaction des nouvelles politiques, s'assura que chaque mesure soit concrète, mesurable, et ancrée dans un engagement envers la justice. Elle savait que les promesses ne suffisaient pas, seule l'action comptait. Pendant ce temps, Lambert fut condamné sur tous les chefs d'accusation. Les images de son badge et de son arme confisquée firent de la une des journaux. Les officiers impliqués dans le bouclier silencieux furent suspendus, certains inculpés, d'autres poussés à la démission. Le réseau, autrefois invisible, s'effondrait sous le poids de la vérité. Un soir, lors de l'inauguration d'un centre de responsabilité nouvellement créé dans le 8e arrondissement, une plaque de bronze fut dévoilée devant la boutique Cartier, où tout avait commencé. Les mots gravés scintillaient sous les lumières, que ce qui s'est passé ici ne se répète jamais. Amélie se tenait parmi la foule, sans badge ni uniforme, sa présence seule suffisant à incarner la victoire. Elle n'avait pas besoin de discours, son parcours parlait pour elle. Camille, l'étudiante, s'approcha timidement, ses yeux brillants d'admiration. « Grâce à vous, je veux devenir policière, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Je veux faire ce qui est juste, comme vous. » Amélie sourit, un sourire rare mais chaleureux. « Alors fais le bien, » répondit-elle, posant d'une main sur l'épaule de la jeune femme. Alors qu'elle s'éloignait, les lumières de Paris scintillaient derrière elle, une ville encore marquée par ses cicatrices mais enfin éveillée. La justice, imparfaite et exigeante, avait trouvé sa voie.
Amélie Dubois n'avait pas seulement brisé le silence, elle avait forcé le monde à écouter. Dans un bureau silencieux du siège de la police, Amélie et Sophie triaient les derniers dossiers, préparant d'une présentation pour le conseil de surveillance. Marc, l'ancien officier, les rejoignit, apportant un café et un sourire fatigué. « Vous avez changé les choses, dit-il. « Pas encore assez, répondit Amélie, son regard fixé sur un horizon invisible. Dehors, les protestations s'étaient transformées en un mouvement pour un changement durable. Des murales colorées, peints sur les murs des quartiers populaires, représentaient des figures comme Amélie, des héros anonymes qui avaient osé défier le système. Julien, désormais employé dans une autre boutique, suivait les événements à la télévision, un sourire fier aux lèvres. Il avait joué un rôle, aussi petit soit-il, et cela suffisait. Camille, de son côté, s'inscrivit à l'académie de police, déterminée à porter le flambeau qu'Amélie avait allumé. Alors que la nuit enveloppait Paris, Amélie se tenait seule sur un pont surplombant la Seine, les reflets de l'eau dansant sous les étoiles. Elle pensa à son père, un immigré qui lui avait appris que la justice n'était pas un cadeau, mais un combat. Elle pensa à toutes les victimes du « bouclier silencieux », celles dont les voix avaient été étouffées, et à celles qui, comme Camille, porteraient ce combat dans l'avenir. La ville portait encore des blessures, mais elle respirait différemment, comme si un poids avait été levé. Amélie savait que le chemin était long, que d'autres batailles l'attendaient. Mais pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur d'espoir. La vérité, une fois libérée, ne pouvait plus être contenue. Et elle, Amélie Dubois, serait là pour la porter, jusqu'au bout. Cette histoire d'Amélie Dubois, confrontée à l'injustice et aux préjugés dans une boutique de luxe parisienne, résonne profondément avec les valeurs françaises de liberté, d'égalité et de fraternité. Elle incarne le courage face à l'adversité, une qualité admirée dans la culture française, où l'on célèbre ceux qui osent défier l'injustice avec dignité. Ce récit, bien que fictif, reflète une réalité universelle, la lutte contre les préjugés systémiques et la quête de justice. La détermination d'Amélie, son calme face à l'humiliation, et sa persévérance pour révéler la vérité m'ont profondément touché. Elle ne se contente pas de défendre sa propre dignité, mais se bat pour un changement systémique, rappelant que la justice n'est pas un privilège, mais un droit à conquérir. La première leçon que je tire est l'importance de rester fidèle à ses principes, même sous pression. Amélie aurait pu céder à la peur ou à la colère, mais elle choisit la voie de la vérité, prouvant que la force réside dans la retenue et la stratégie. Dans la vie quotidienne, cela nous enseigne à affronter les injustices, qu'elles soient grandes ou petites, avec calme et détermination, sans jamais compromettre nos valeurs. En France, où l'histoire restait marquée par des figures comme Simone Veil ou Victor Hugo, qui ont lutté pour la justice sociale, cet exemple résonne comme un appel à l'action individuelle. La deuxième leçon concerne le pouvoir de la solidarité. Julien, Sophie, Marc, et même Camille, chacun à leur manière, ont contribué à la victoire d'Amélie. Cela nous rappelle qu'aucun combat n'est solitaire. Dans nos vies, soutenir ceux qui luttent pour le bien commun, même par de petits gestes, peut faire basculer la balance. Enfin, l'histoire souligne l'importance de la vérité. Comme le dit un proverbe français, la vérité finit toujours par éclater. En exposant le bouclier silencieux, Amélie montre que la persévérance et les preuves peuvent démanteler même les systèmes les plus enracinés. Pour appliquer ces leçons, nous pouvons commencer par questionner les préjugés dans nos propres cercles, écouter les voix marginalisées, et agir avec courage face à l'injustice. Que ce soit au travail, dans nos quartiers ou sur les réseaux sociaux, chaque pas compte. Cette histoire nous invite à être des acteurs de changement, à l'image des grandes figures françaises qui ont façonné un monde plus juste. Si cette histoire vous a inspiré, likez cette vidéo pour montrer votre soutien à la justice et à l'égalité. Partagez-la avec vos amis pour amplifier ce message. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires, qui célèbrent le courage et la vérité. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Comment luttez-vous contre l'injustice dans votre quotidien? Ensemble, faisons entendre la voix du changement.